Bonjour à tous, aujourd'hui une des figures les plus célèbres de la Renaissance italienne, l'homme qui a inspiré Le Prince de Machiavel, César Borgia. Je serai empereur ou rien. César Borgia. « 2000 ans d'histoire. À l'heure où l'Église refuse le divorce, le mariage des prêtres et la pilule, on a du mal à imaginer ce qu'était le Vatican il y a 500 ans. Quand le pape Alexandre VI Borgia collectionnait les maîtresses et les enfants naturels, quand sa fille Lucrèce multipliait les amants et les maris, et quand son fils César, entre deux orgies, jetait dans le Tibre les cadavres de tous ceux qu'il avait fait assassiner parce qu'ils faisaient obstacle à ses ambitions. César ou rien, c'est-à-dire empereur ou rien, c'était la devise de César Borgia, le rejeton le plus célèbre d'une famille d'origine espagnole, dont les crimes, la corruption et le cynisme scandalisaient les habitants de Rome à la fin du XVe siècle. Jusqu'à quand le supporterons-nous, ce porc espagnol? On vit dans un coupe-gorge gouverné par un bouc. Tais-toi! La police de l'espagnol est partout. Rome a été libre, étranger, mais depuis des années, ses citoyens se taisent. Ils ont peur? Ils peur, c'est Arthur, il est le maître. C'est Satan régnant sur un bourdon. Et Lucrèce, comment est-elle? La dite sœur de César. Tous les Borgias se valent. Dans cette ville où pourtant les catins sont nombreuses, pas une n'est de sa force, c'est leur reine. Tu pourras le dire à Naples. Yvan Cloulas, bonjour. Bonjour. Alors Lucrèce, Alexandre ou César Borgia, ce sont les trois membres les plus connus d'une famille que vous connaissez bien, les Borgia, auxquels vous avez déjà il y a quelques années consacré un livre, et puis vous venez d'écrire aujourd'hui une biographie de César qui vient de sortir chez Talandier. César, qui avait d'abord ceci quand même de particulier et qui peut surprendre aujourd'hui, c'était le fils d'un pape. Exactement, le fils d'un pape, il y en avait eu déjà d'autres dans sa génération. Nous étions dans une époque de grand désordre sur le plan institutionnel. L'Église pouvait avoir brusquement deux papes, puis trois papes même qui se disputaient le pouvoir. Alors on voit que dans cette situation, toutes les situations sont possibles. Alors oui, ça on concevait à l'époque, pas aujourd'hui, on imagine mal aujourd'hui. Il était même, alors lui, en ce qui concerne Alexandre VI, il était même le père de 7 enfants naturels, je crois, conçus avec plusieurs maîtresses, les plus connues, nous le verrons, étant César et Lucrèce. Alors il était père de famille, il était aussi, il faut le rappeler, parce qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui, un chef d'État. À l'époque, l'Italie avait plusieurs États, dont les États pontificaux, dont le souverain était précisément le pape, Yvan Cloulas. Exactement, et cette place des États pontificaux est essentielle parce qu'elle se trouve au cœur de la péninsule, en limite avec des puissances qui économiquement dirigent le monde à l'époque, comme Venise, Florence, Milan également. Donc il faut faire face à ces puissances-là. Et dans le sud, c'est encore pire parce qu'il y a plusieurs principautés qui s'affrontent depuis la Sicile jusqu'à Naples. Et donc, l'État pontifical, au milieu de toutes ces tensions, doit avoir un chef qui est de la poigne, si on peut dire, pour s'imposer. Et les prières n'y font pas grand-chose. Alors, il y avait quelques grandes familles dans cette quinzaine d'États. Alors, ils étaient plus ou moins grands, on peut citer, parce que c'était les grandes familles de la Renaissance, les Sforza dans le duché de Milan, les Médicis à Florence, bien sûr, une famille espagnole, les Aragon, dans le royaume de Naples, au sud, et puis alors les Borgia, donc dans les États pontificaux. Les Borgia, je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient d'origine espagnole. D'origine espagnole, exactement. Et ce qui fait faire le départ de la fortune des Borgia, c'est que un des membres de cette famille,
qui a fait une fortune politique comme légat, comme ambassadeur du roi d'Aragon, va être désigné comme pape. Il va devenir le pape Calixte III, qui va régner 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il va faire venir sa famille d'Espagne et il va distribuer les bénéfices, les titres et les chapeaux de cardinaux, d'ailleurs. Alors, dans sa famille, justement, dans la famille de ce premier pape Borgia, Calixte III, son neveu est devenu cardinal. Ce sera le futur Alexandre VI, qui deviendra pape en 1492. Et il va faire, lui, comme son père, d'ailleurs. Il va pourvoir ses enfants naturels de titres, etc. On dit, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que l'aspect enfant naturel maîtresse. Ces papes, et ce pape en particulier, Alexandre VI, c'était un pape aussi, comme d'autres à l'époque, passablement corrompu. Il avait acheté, je crois, les cardinaux qui avaient voté pour lui quand il est devenu pape. Oui, bien sûr, ils avaient acheté, mais il faut dire que ces cardinaux vont ensuite être taxés lorsqu'il aura besoin d'argent. Je trouve ça tout à fait normal qu'ils payent à leur tour. Alors ces enfants donc vont être pourvus de titres prestigieux. À peine est-il devenu pape, Alexandre VI Borgia fait de César un cardinal. De son fils cadet, il y en a un dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Jean, un duc, le duc de Gandhi, qui va d'ailleurs mourir assassiné en 1497. Et là, on y voit peut-être la patte de César. Déjà, c'est peut-être le premier crime, César assassinant son frère, Jean, le duc de Gandhi, parce qu'il lui faisait de l'ombre. Oui, et puis il considérait que c'était un incapable, disons le mot, parce que Jean de Gandhi avait dirigé l'armée pontificale dans des événements qui étaient finalement tout à fait triviaux. Il s'agissait de faire rendre gorge à la grande famille des Orsini, et puis il n'avait pas su se débrouiller. Et César considérait que c'était un échec et qu'il n'avait pas à rester en place, c'est-à-dire le chef de toutes les armées pontificales. Alors que lui, César, avait le titre de cardinal depuis l'âge de 18 ans. Mais de là à faire assassiner son frère, c'est un peu fort en café quand même, non? Oui. Ça ne vous surprend pas? Non, il le fait assassiner. Je crois que c'est dans la nature normal, des choses. Oui. Bon. Alors, parlons de la sœur maintenant, Lucrèce. Alors Lucrèce, on va la marier. Ils vont la marier, quand je dis il, c'est-à-dire César, son frère, c'est-à-dire Alexandre, son père, 3 fois. La première fois avec un Sforza. C'était toujours des mariages politiques. Exactement. Alors Sforza, ça veut dire Milan, ça veut dire toute la puissance du Nord, ça veut dire également d'autres principautés qui sont accrochées à cette puissance et qui font barrière, par exemple, contre Venise ou contre Florence même. Donc c'est éminemment politique, cette action. Et un mariage également donc entre Lucrèce et Giovanni Sforza, qui est un mariage également malheureux. Elle est délaissée par son mari, ce qui évidemment inquiète son frère César. Tu es seul? Tu vois bien? Il est tard. Ton mari? Quel mari? Ah, serais-tu délaissé? Mon Dieu, oui. Eh bien, si ce mari te délaisse, il faut en prendre un autre. Oh, si c'était possible. Cela peut le devenir. Tiens, lis, tu vas comprendre. Il serait opportun de laisser occuper le duché de Milan par les troupes françaises. Si je saisis bien, en bref, il a trahi. Indiscutablement. Que fait-on aux traîtres? Je crains qu'on ne les tue. Oh, ils l'ont bien mérité. Et leur veuve? On en a déjà vu prendre un second mari. Dis, l'autre mari, laisse-moi le choisir. Vous entendez une musique italienne de l'époque, du Quattrocento, c'est-à-dire du XVe siècle, de l'époque des Borgia. Alors, pour séparer Lucrèce de son premier mari, Sforza, César, que l'on vient d'entendre dans cet extrait de film, ne l'a pas tué. Exceptionnellement, il l'a épargné. Mais alors, il va faire quelque chose. Il va pousser ce mari, parce qu'il en a marre que sa sœur soit avec lui. Il va pousser ce mari à dire, au fond, et à sa sœur, que le mariage n'a pas été consommé. Bref, le divorce. Voilà, exactement. C'est la voie la plus simple. On fait un long procès, il faut dire. Le pauvre Giovanni Sforza va essayer de se défendre. Il n'y arrive pas. Il est obligé de partir. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. Il n'a pas subi, comme vont le faire d'autres qui vont suivre.
Et alors que sa sœur, Lucrèce, enfin le mari de Giovanni, ou la femme de Giovanni, elle a déjà des amants. C'était quand même une femme étonnante. Il y a un amant d'ailleurs qui a été tué par César, le frère, hein, qui est toujours vigilant. On va le retrouver dans le Tibre, comme pas mal de gens assassinés par César. Mais cela dit, c'est vrai quand même que Lucrèce, qui avait une réputation de débauché, bon, c'était pas un mythe hein, quand même. C'était vraiment le Vatican en général. C'était vraiment un lupanar. Oui, si on peut dire, en tous les cas très libre, c'est vrai, avec une sorte de volonté d'être le miroir de la culture, disons ce mot, pour le temps, parce que cette musique que nous venons d'entendre, elle est réalisée dans des salles qui sont des salons et pas des chapelles. Le Vatican n'est pas un monastère, c'est un lieu d'accueil, un lieu où on rencontre tous les ambassadeurs du monde, même les ambassadeurs du Grand Turc. N'oublions pas que il n'y a pas d'ostracisme par rapport à l'islam, et on va l'employer parce que, et même l'islam va payer le Vatican. Vous dites un lieu d'accueil, Ivan Cloulas, hein, mais vous citez aussi un auteur de l'époque qui s'appelait Burckhardt et qui raconte ce qui se passait par exemple au Vatican en 1501. 50 filles de joie honnête, de celles qu'on appelle courtisanes et qui ne sont pas de la lie du peuple, y prirent part, hein, c'était une fête. D'abord habillées, elles se mirent ensuite toutes nues, le repas achevé, les chandeliers allumés qui étaient sur la table furent déposés à terre et l'on jeta des châtaignes que les courtisanes ramassèrent en marchant entre les chandeliers, sur leurs pieds et sur leurs mains. Le pape et le duc c'est-à-dire César, et Lucrèce, sa sœur, étaient présents. Hein, c'était quand même étonnant comme festivité. Oui, il faut dire on n'imagine pas ça au Vatican. Non, bien sûr. Mais il faut dire que Burckhardt, qui est le maître des cérémonies, désapprouve complètement toute cette licence. Il en rajoute peut-être un peu, je crois. Parce que on a aussi dit, il y a eu ce bruit qui a couru dans Rome et qui continue encore aujourd'hui, qu'il y avait également inceste entre Lucrèce et son frère ou entre Lucrèce et son père, le pape Alexandre VI. Oui, alors ça, disons que ça vient du fait que le pape avait émis des bulles pour légitimer en quelque sorte les enfants. Le premier des enfants de Lucrèce, peut-être l'avait-elle eu d'ailleurs avec un petit page qui lui était très dévoué, qu'on appelle Perotto Caldes. Celui qui a été assassiné. Celui qui a été assassiné, exactement. Et bon, ce petit garçon Giovanni arrive sur la scène vaticane. Il faut absolument lui donner un statut. Le pape va d'abord émettre une bulle disant qu'il est le fils d'une femme inconnue, comprenons-nous Lucrèce certainement, et d'un homme qui n'est autre que César. Et puis comme César effectivement ne peut pas apporter à ce jeune homme un brin de fortune directement, le pape va faire une deuxième bulle dans laquelle il dira que cet enfant, Giovanni, qui est en fait son petit-fils, est bien son fils à lui, et que donc il pourra hériter effectivement de biens considérables. Il deviendra d'ailleurs duc de Népie. Donc c'est le pape qui est à l'origine de ces rumeurs. Ah, ça, il n'est pas cela dit, il se passe tellement de choses épouvantables oui. À Rome, au Vatican à l'époque, qu'il y a quelqu'un quand même qui se met à les dénoncer, pas très loin de là, à Florence, c'est Savonarola qui dénonce la corruption du pape aussi. Exactement. Et Savonarola est dans la ligne de ces ces sortes de princes de l'Église qui estiment qu'il y a une foi, qu'il faut la maintenir, et ce n'est pas du tout l'opinion finalement de tous ceux qui fréquentent la papauté à ce moment-là. Et ce qu'il faut avant tout, c'est avoir le pouvoir, c'est-à-dire bâtir un État qui soit un État terrestre et non pas un État spirituel. Le spirituel viendra plus tard. Alors évidemment, Savonarola va se battre autant qu'il pourra pour dénoncer tout cela, et vous savez qu'il finira brûlé sur ordre du pape. Oui, en quelque sorte. À Florence, effectivement, en 1498. Alors, entre-temps, César a renoncé à sa carrière ecclésiastique. Il est plus cardinal. Il va prendre une importance considérable. Il va devenir littéralement le maître de Rome et aussi l'artisan du deuxième mariage de sa sœur Lucrèce avec Alphonse d'Aragon, le fils du roi de Naples. Déjà, pour t'obéir, j'ai épousé Sforza. Puis Sforza t'a gêné. J'ai encore obéi. Toujours pour t'obéir, j'épouserai Aragon. Je le hais déjà. Je le hais avant de le connaître. On le dit fort bel homme. Que je sache, ce n'est point pour te déplaire. Il n'y a rien d'autre qui puisse te toucher. Illustre Seigneur, consentez-vous à prendre et prenez-vous pour votre légitime épouse et femme l'illustre dame Lucrèce Borgia ici présente? Je le veux.
Illustre dame, consentez-vous à prendre et prenez-vous comme légitime époux l'illustre seigneur d'Aragon, duc de Bricélie? Je le veux. Le bel héritier dans le lit de Lucrèce, c'est le royaume de Naples gagné sans un soldat. Et c'était le deuxième mariage de Lucrèce, avec cette fois-ci Alphonse d'Aragon, et un mariage voulu, organisé par son frère César. Vraiment, cette pauvre femme, quand même, était totalement instrumentalisée par son père et par son frère. À quoi correspondait ce mariage avec Alphonse d'Aragon, Yvan Cloulas? Je pense que c'est un mariage très important dans la politique des Borgia au moment où il se produit, tout simplement parce que Alphonse d'Aragon a des titres réels pour succéder à Naples, et donc tout devrait bien se passer. Malheureusement, pour la politique pontificale, ce mariage ne peut pas déboucher sur la prise de possession du royaume de Naples. Alors donc, comme les Borgia ont toujours des réactions brutales et nécessaires, donc cet homme devient un empêcheur, parce que évidemment Rome n'a pas, à l'époque où ça se passe, intérêt à adhérer à la Ligue en fait de Naples, et donc il faut qu'il disparaisse, et César prend l'entière responsabilité de cela. On y reviendra effectivement là, parce qu'il il marie sa sœur avec Alphonse d'Aragon, puis ensuite il va tuer, on le verra, Alphonse d'Aragon. Cela dit, entre-temps, d'abord il se passe des choses. Hein. Oui. Il devient gonfalonier de l'Église. C'était vraiment en fait le bras armé de son père, César. Hein. C'était celui qui régnait, enfin qui gouvernait temporellement, si je puis dire, Rome. Oui, alors à ce moment-là, la politique du Saint-Siège a évolué vers nécessairement d'ailleurs, parce que le roi de France, le nouveau roi de France, Louis XII, a une politique d'invasion de l'Italie, d'annexion de parties du nord de l'Italie auquel il prétend avoir droit d'héritage, et donc il ira ensuite vers Naples. Et César, qui est très observateur, se rend compte que s'il offre ses services au roi de France, il va en retirer des bénéfices. Et effectivement, il va en retirer des bénéfices. Entre-temps, comme il se sent... Oui, parce qu'au début, tous les Italiens craignaient la France. Les Sforza étaient plutôt proches des Français. Mais les autres, tous les princes italiens, étaient plutôt hostiles à la France. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Alexandre et Rome, enfin les États pontificaux, vont s'allier avec Naples. Et puis petit à petit, brusquement, il change son fusil d'épaule. C'est assez compliqué, tout ce qui se passe dans ces 15 États italiens, à l'époque où la France a des ambitions en Italie. Il faut rappeler qu'elle revendique pour le roi de France le royaume de Naples, qui appartenait autrefois aux Anjou. Mais alors César va tellement devenir pro-français qu'il va même être fait duc français, duc de Valentinois. Oui, par alors Louis XII. Pour être fait duc de Valentinois, il a d'abord dû, on n'en a pas parlé, abandonner la pourpre cardinaliste, comme on dit, jeter la soutane aux orties, et il va devenir effectivement duc de Valentinois. Alors c'est assez amusant de voir ce archevêque de Valence, il était archevêque de Valence depuis qu'il avait obtenu le chapeau de cardinal, devenir duc de Valentinois. La titulature reste la même, mais le pouvoir est tout à fait différent. Il devient prince français à ce moment-là. Et à ce moment-là, surtout, voilà qu'il y a un gêneur. C'est forcément le deuxième mari de Lucrèce, puisque il est héritier de ce royaume de Naples, que convoite le roi de France, dont César est l'allié. Bref, ce fameux Alphonse d'Aragon devient extrêmement gênant, et finalement, César décide de l'éliminer. Il est prêt à le faire assassiner, même contre la volonté de sa sœur. Si tu pouvais comprendre l'importance de ce qui est en jeu, lorsque tout un pays... Oui, je connais ces mots. Ces mots toujours les mêmes. La grandeur du pays, les guerres nécessaires, les vies que l'on supprime, soi-disant pour en épargner d'autres. Ces mots justifient tout, les massacres, les larmes. Pour toi et tes semblables, ce qui compte, c'est le sang. C'est tout ce sang versé. Et pourquoi? Dans quel but? Le but, c'est dominer. C'est satisfaire un orgueil monstrueux. Et pour cela, il faut que d'autres meurent. S'ils meurent, c'est qu'ils sont faibles, donc c'est sans importance. C'est pourquoi, n'étant plus nécessaire, Aragon va mourir. Il en sera de toi comme de tous les tyrans. Tu paieras tous tes crimes. Un jour, Dieu parlera. Si sa voix me gêne, je saurai la faire taire. Tu n'en auras pas le temps. Ah! Non, tu n'as pas fait cela.
Et c'était un dernier extrait du film de Christian Jacques, Lucrèce Borgia, avec Martine Carole, que l'on vient d'entendre dans le rôle de Lucrèce Borgia, en face de son frère, qui a assassiné son mari, c'est-à-dire César assassine son beau-frère, le mari de sa sœur Lucrèce, presque sous ses yeux. Ça, c'est un crime qui était encore un crime politique. Exactement. Et un de plus. Oui, oui, bien sûr. Non, il a pris l'habitude de se débarrasser de ceux qui lui font obstacle. Alors, justement, cela dit, c'est assez curieux parce que ça n'a pas tellement entamé, dites-vous, les relations entre Lucrèce, dont le mari vient d'être assassiné par son frère, et son frère César. Non, parce que le temps va passer. D'abord, elle se retire, en pleurs d'ailleurs, dans un de ses châteaux. On ne la voit plus à Rome, etc. Puis le temps passant, voilà qu'on lui fait valoir qu'il y a un autre Alphonse, cette fois d'une famille princière, des ducs de Ferrare, qui sont vraiment une des puissances les plus importantes de l'Italie, qui pourrait devenir son mari. Et effectivement, le mariage, cette fois, va être préparé par César, parce qu'il en a besoin. Il a besoin d'avoir une puissance dans le nord de l'Italie qui lui permette de tenir la puissance vénitienne, Florence, etc., tranquille, pendant qu'il va continuer son grand dessein, qui est de devenir un prince à part entière, le prince du centre de l'Italie. Je voudrais savoir, parce que, bon, tout à l'heure, vous le rappelez dans votre livre, la devise de Borgia, de César Borgia, c'était César ou rien, c'est-à-dire empereur, comme les empereurs de jadis. C'était quoi, en fait, son objectif ultime? On a dit souvent, Ivan Cloulas, qu'il a été d'une certaine manière le premier à vouloir unifier l'Italie. Oui, les Italiens ont beaucoup insisté sur cet aspect des choses. Et effectivement, on peut se demander ce qui serait advenu s'il était arrivé à neutraliser toutes les puissances d'opposition dans les 7 ou 8 petites principautés qui se partageaient la Romagne. Il avait commencé très vite et rien ne l'empêchait de continuer. Malheureusement, c'est le temps qui va lui manquer. Parce qu'au moment où il est en pleine action et tout se passe très bien comme il le souhaitait, voilà qu'il y a la fameuse soirée où son père lui-même vont être atteints d'une curieuse maladie. On a beaucoup glosé là-dessus. Empoisonné, quoi, en quelque sorte. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que il a inspiré. C'était un prince de la Renaissance, hein, vous le rappelez, Ivan Cloulas, mais il a inspiré quand même quelqu'un qui est très important dans l'histoire politique ou des essais politiques, c'est Machiavel. Le prince de Machiavel, ce livre a été dédié, je crois, à Laurent de Médicis, mais le prince, c'était qui? C'était César Borgia. C'est lui qui a inspiré à Machiavel ce modèle du prince de la Renaissance. Bien sûr, mais Machiavel l'avait observé de près puisqu'il avait été envoyé comme diplomate à la cour de Rome et qu'il a assisté effectivement aux différentes phases de la montée au pouvoir de César et il était vraiment admiratif, Machiavel. Alors ça, c'est le grand personnage qui va faire durer l'image de César comme modèle de prince. D'ailleurs, son ouvrage s'intitule Le Prince, à travers les siècles et surtout à l'époque moderne. Parce que tous les princes de l'époque moderne vont se baser sur cette démarche de César, ne penser qu'au pouvoir et le réaliser. Moins les assassinats, j'espère, quand même, Ivan Cloulas. Bon, les assassinats vont continuer. Oui, sous d'autres formes, peut-être. Et alors, il y a un autre personnage, quand même, qui est important, c'est Léonard de Vinci. Qui était dans l'entourage, effectivement, de César. Léonard de Vinci était dans l'entourage de César, il était employé de César, si on peut dire, pour fortifier toutes les grandes places fortes qu'il avait semées aux limites de ses territoires. Et qui s'occupait de ces fortifications. Il n'était pas peintre pour César, non, il ne dessinait pas, c'était les fortifications de César. Voilà, absolument. Alors, bon... Cette puissance, ce pouvoir accumulé, cet argent aussi accumulé par César Borgia, il le doit bien sûr à son père, au pape Alexandre VI, si bien que lorsque, en 1503, le pape Alexandre VI Borgia meurt, voilà que le pauvre César, il se retrouve tout seul, sans aucun protecteur. Alors ça, effectivement, c'est le drame. Il ne sait comment faire. Il va essayer de se rapprocher de ses ennemis de la veille. C'est pas possible. Surtout que, après une première élection d'un pape un peu terne, Pie III, c'est Jules II, qui est l'ennemi depuis l'origine de la famille Borgia, qui devient pape. Et évidemment, Jules II est un modèle de duplicité pour César. César, plus encore que César. Il va faire en sorte de laisser croire à César qu'il va le prendre comme gonfalonier, comme général en chef, comme l'avait fait son père. Et en réalité, il ne pense qu'à l'éliminer et il va s'y prendre très bien. Il va l'envoyer auprès du général espagnol qui, à ce moment-là, occupe Naples, Gonzalve de Cordoue, lequel a mission d'expédier César
auprès de ses pires ennemis, c'est-à-dire la veuve du frère qu'il a fait assassiner en Espagne. Et donc, on pense que tout cela va finir très tragiquement pour lui. Il meurt en 1507, en se battant, en Espagne. Hein. Et alors, que sont devenus les Borgia et surtout, quelles traces ont-ils laissées aujourd'hui en Italie? Qu'est-ce que représente un homme comme César Borgia, qui quand même a terrorisé les Romains au XVe siècle? Est-ce que il a une grande importance? Je crois qu'il a une grande importance et que finalement, on admet son comportement parce que, effectivement, c'est le comportement porté à l'excès du prince de la Renaissance. Et ça, on en est très très conscient. Mais il y a aussi une fin disons des Borgia qui est à voir, c'est en Espagne où finalement les descendants du frère de César assassiné vont occuper une place encore plus importante dans la société. Mais il y aura même un saint Borgia, voilà, exactement. Parmi les descendants. C'est l'histoire des Borgia se termine par un saint François Borgia. Et puis il y a aussi peut-être une autre conséquence, c'est qu'il est évident que ce que faisait cette famille à Rome a dû inspirer aussi, quelques années après leur départ de Rome, a dû inspirer un peu la réforme. Hein. Luther, c'était un aliment pour dénoncer tout ce qui se passait au Vatican à l'époque. Il est évident que ça a apporté de l'eau au moulin de la réforme. Merci Yvan Toula. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie de César Borgia qui vient de paraître aux éditions Talendier. Également l'auteur d'une étude d'ensemble sur les Borgia de l'Italie de la Renaissance, tous deux publiés chez Fayard. À lire également Les Papes, l'Église et l'argent de Philippe Simeonneau qui vient de sortir aux éditions Bayard. Vous avez pu entendre des extraits de Lucrèce Borgia de Christian Jacques avec Martine Carole, édité par TF1 en vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Claire Tesser, Camille Poux-Jalaguier et Mathieu Ménossi et une réalisation de Anne Kobilac.